Jeudi 14 février, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Le président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré, a présidé hier la cérémonie solennelle d'installation du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Ce comité, présidé par le capitaine Amadou Aya Sanogo, aura pour mission principale de mettre en place une armée des forces de sécurité professionnelles et républicaines au service de la nation malienne. Reportage Ibrahima Traoré. C'est une première au Mali, l'installation solennelle d'un comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Il est présidé par le capitaine Amadou Aya Sanogo. L'événement mobilise toute la hiérarchie militaire et l'ensemble des institutions de la République autour du chef suprême des armées. La cérémonie est toute simple. L'essentiel des propos du président de la République par intérim se résume en ces termes. Comme on le dit, à l'exercice de vos fonctions. Que le Tout-Puissant vous inspire et bénisse notre pays. Le capitaine Amadou Aya Sanogo et ses collaborateurs sont ainsi investis de leur mission, celle de mettre à la disposition du peuple malien une armée de véritables professionnels, une armée républicaine et efficace, capable de faire face à toutes les situations, ce qui passe par l'appui, l'assistance, la formation et la rénovation des forces de défense et de sécurité. La mission semble bien comprise par le président du comité. Le comité n'a aucune vocation politique et ne saurait essentiellement à sa mission de suivi des réformes prévues, et cela dans une étroite collaboration avec les autres structures. Pour mener à bien cette mission, le soutien de l'État ne fera pas défaut, rassure le président Traoré. Il annonce d'ailleurs qu'un certain nombre de mesures seront prises, notamment en termes d'avancement susceptibles de conférer aux membres du comité toute l'autorité indispensable pour le bon fonctionnement de la structure, ce que rassure davantage le capitaine Sanogo. Je vous rassure, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, que quant à ma personne physique, je ne souhaiterais pas passer un seul instant à la tête de l'entité après cette période de transition au cours de laquelle j'aurais eu le privilège de la conduire sous vos ordres et à vos côtés. Actualité oblige, Amadou Aya Sanogo a tenu à saluer les amis du Mali pour leur soutien dans la guerre contre le terrorisme et pour la libération totale du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, permettez-moi d'adresser à la France, aux forces armées africaines présentes au Mali, aux instructeurs et formateurs, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude. Sous votre implication et impulsion personnelle, leur engagement et leur soutien aux côtés de la vaillante armée malienne ont permis la récupération progressive de nos territoires sous occupation depuis un moment. Par cet événement, les autorités politiques et militaires entendent prouver qu'elles accordent leur violon. Et tout le monde lève le toast ici pour faire face au même défi, la libération totale des zones encore sous occupation et la restructuration de la grande armée du Mali. Le comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité n'est pas le prolongement du CNR2RE. La structure n'aura aucune influence sur les autres institutions de la République. C'est le président de la République par intérim qui en donne l'assurance, Dioncounda Traoré, au micro de Ibrahima Traoré. La mission de ce comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, c'est de faire en sorte que le plus rapidement possible, nous arrivions à mettre en place cette armée. Ils devront dégager les voies pour y arriver. Ils devront suivre la mise en œuvre du programme que nous aurions élaboré ensemble sur la base de leurs propositions et de leurs constatations. Et ensuite, ils devront évaluer cette mise en œuvre. Je pense qu'ils ont beaucoup de travail, mais je suis sûr que compte tenu des qualités dont ils ont fait montre jusqu'à présent, de leur abnégation, de leur sens patriotique et de leur capacité de dépassement de soi, ils mèneront cette mission à bon port. Monsieur le Président, est-ce que ce comité aura la confiance de la communauté internationale? Parce que c'est un comité issu quand même du coup d'État du 22 mars. Non, ce comité n'est pas issu du coup d'État du 22 mars. Ce comité, vous l'apprendrez peut-être un peu plus tard, est constitué de militaires, est constitué également de civils. Donc ce sera une sorte de laboratoire qui va être là au chevet de l'armée malienne. Je l'ai dit dans mon intervention et le capitaine Sanogo l'a dit également, ce comité n'est pas un prolongement du CNRDRE. Ce n'est pas non plus une réactivation du CNRDRE. C'est une nouvelle structure. Bon, que le capitaine Sanogo
se trouve être celui qui a été choisi pour, disons, faire fonctionner ce comité, bon, c'est compte tenu simplement, comme je l'ai dit, de ses qualités personnelles. Et puis, c'est un formateur. C'est un formateur, c'est son travail. Il n'aura aucune influence sur votre pouvoir? Non, ce comité n'a aucune vocation politique. Non. Le pouvoir politique est le pouvoir politique, le pouvoir législatif est le pouvoir législatif. L'armée, c'est l'armée. Je crois que chacun a son rôle à jouer. Et par les temps qui courent, l'armée a un rôle éminent à jouer. C'est une bonne nouvelle pour notre pays. L'Union européenne reprend sa coopération au développement avec le Mali. L'annonce a été faite hier, une réponse qui intervient après l'adoption par l'Assemblée nationale de la feuille de route pour la transition. La reprise des programmes et grands travaux de l'UE est annoncée pour très bientôt. L'Union entend mobiliser environ 250 millions d'euros pour le Mali et les premiers décaissements seront possibles déjà à partir du mois de juin. Les précisions de l'ambassadeur Richard Zink, chef de la délégation de l'Union européenne au Mali. Il est au micro de Yaya Konaté. Cette reprise est basée parce qu'il y a eu des évolutions ici au Mali. Et avant tout, il y a eu l'adoption de feuille de route. Cette feuille de route qu'il faut maintenant implanter, exécuter, mais c'est ça ce qu'on a demandé depuis de longs mois comme condition principale pour la reprise de la coopération. Cette feuille de route a deux aspects principaux. Une, c'est la reconquête au nord, bien ça se fait aujourd'hui par la force. Et la deuxième, c'est les élections bientôt. Vous reprenez votre coopération avec le Mali. Comment est-ce que ça va se passer concrètement? Dans le développement, on est un des plus grands partenaires depuis 50 ans. On avait arrêté les programmes importants, notamment dans l'appui budgétaire. On avait arrêté également des travaux sur des projets importants, dans l'irrigation, dans des projets de routes. Une partie aussi pour des raisons sécuritaires. La situation évolue, donc on est prêt à reprendre. On parle d'une somme à peu près de 250 millions d'euros qu'on est en train de mettre ensemble avec le gouvernement, avec nos États membres avant tout. Et ça va servir, premièrement, à répondre à la crise. Une chose, c'est libérer des zones, et l'autre chose aussi, c'est faire marcher et fonctionner l'État. Il faut aussi qu'on donne les moyens pour faire les élections et qu'on donne les moyens pour faire les réformes nécessaires. Donc la nouvelle coopération avec l'Union européenne va s'inscrire plutôt dans une logique post-crise que dans le classique, ce que l'Union européenne faisait classiquement avec le Mali. Tout à fait, vous avez bien compris. Donc c'est la post-crise numéro 1. C'est avant tout, c'est aider au gouvernement de fonctionner, mais en même temps aussi, on veut reprendre les travaux sur la route à Timbuktu. Vous savez, c'est quand même le plus grand projet routier que l'Union européenne finance au monde. Donc on veut reprendre ça dès que l'armée malienne nous dit la route est sécurisée, vous pouvez commencer les travaux. On parle également de la route pour Kidal. Là, on n'a pas encore la même étape, mais on est plutôt positif que peut soumettre ça pour approbation éventuelle. Est-ce que les financements pour les autres projets sur lesquels vous travaillez déjà au Mali vont pâtir quelque peu de cette nouvelle démarche post-crise? Non, cette nouvelle démarche post-crise, c'est parce qu'on a dû arrêter certains projets dans le passé. Donc, cet argent est disponible et on va le réorienter maintenant. Donc, le projet post-crise qu'on va faire, c'est à une côté reprendre les routes, deuxièmement aider avec les aspects de sécurité, donc à la police, à la gendarmerie, sécuriser des choses ici, fournir de l'équipement plutôt rapide, et troisièmement un grand paquet d'appui budgétaire pour aider à fonctionner et à arriver aux objectifs qu'on souhaite ensemble. 13 millions de Maliens sont immatriculés pour la carte du numéro d'identification nationale NINA. L'outil qui résulte du RAVEC est en chantier. Une esquisse de ce qui pourrait être un document électoral a été présentée hier aux représentants de partis politiques, compte rendu Moïse Traoré. La probable carte d'identification pour les prochaines élections est en format poche.
En matériaux techniques imperméables et résistants aux intempéries, la carte recèle photos incrustées, nom, prénom et lieu de résidence du détenteur. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire qui préside la présentation du document note que l'outil peut avoir plusieurs usages. Plus d'une centaine de représentants de partis politiques étaient à la séance de présentation de l'esquisse. Ce n'est pas la carte d'identification nationale, ça aussi c'est une erreur, mais si vous tournez la page, le verso, vous allez voir que c'est une carte NINA. Donc il convient de se mettre d'accord que ce qui va être produit, c'est la carte NINA qui va être produite. Parce que le numéro d'identification nationale est un élément de sécurisation de la personne. Et il est accompagné des données alphanumériques et des données biométriques. La carte du numéro d'identification nationale NINA est une résultante du RAVEC. Dans la base de données, j'ai signalé 13 688 personnes. Mais j'ai dit que ceux qui sont en âge de voter, c'est-à-dire ceux qui ont 18 ans et plus, ça fait 6 800 000 personnes qui ont des photos. Ça, j'ai donné ces chiffres-là. Bon, nous avons commencé le recensement des Ivoiriens et ils estiment qu'ils sont plus de 2 millions en Côte d'Ivoire. Après 2 heures de débat, le ministre délégué Abdourahmane Oumar Touré a dû inviter les partis politiques à prochainement proposer une garantie par rapport à la remise physique de la carte et à une méthode d'indication prouvant l'effectivité du vote d'un détenteur de carte. La confection de la carte sera confiée à un opérateur après appel d'offres si le temps le permet. Hier 13 février, célébration de la Journée mondiale de la radio, une journée décrétée par l'UNESCO en octobre 2011 pour sensibiliser le public et encourager les décideurs à faciliter l'accès à l'information radiophonique. À l'occasion de la célébration de cette journée, notre rédaction s'est intéressée au rôle et à la place qu'occupe la radio dans le paysage médiatique convoité et très évolutif. Suivons ce reportage de Adama Koudjo. Nombreuses décennies, la radio occupe une place si importante dans le quotidien de l'homme qu'il est difficile de s'imaginer que celui-ci puisse passer une seule journée sans elle. Dans la sensibilisation et l'information des populations, ces moyens de communication de masse jouent un rôle particulièrement important. Toutefois, une question s'impose de nos jours. Que représente à présent la radio dans un monde dont le paysage médiatique est très évolutif? Pour informer, c'est les radios. Pour apprendre, c'est les radios. Pour faire la communication, c'est radio qui fait les publicités. Donc, dans le marketing, s'il n'y a pas les radios dedans, on ne peut pas faire la marketing. Hein. Vu que mon téléphone n'a pas de radio, je n'ai pas de radio à la maison non plus, donc je n'écoute pas la radio. J'ai que la télé, donc je m'informe avec ce que j'ai. C'est en 1988 que le Mali a connu sa première radio libre. Il s'agit de la radio rurale de Caille. Avec la libéralisation de la presse en 1991, notre pays compte aujourd'hui plus de 270 radios privées. À côté des autres moyens de communication, la radio a su garder une large audience à cause de son accessibilité. La radio, c'est les médias de l'oralité. Donc, elle a appelé à jouer un rôle irremplaçable. Quand on sait que nous sommes dans un pays où les populations sont en majorité analphabètes, on peut facilement se procurer un poste radio. La radio au Mali, mais pas seulement au Mali, dans le monde, est un vecteur très puissant, très important en matière d'information. C'est le premier métier de la radio. Pour consolider les acquis et répondre aux exigences de l'heure, les acteurs de la presse radiophonique accordent beaucoup d'importance à la formation. Nous avons aujourd'hui dans nos radios des hommes et des femmes qui viennent parce qu'ils sont passionnés. Comment faire pour transformer cette passion vraiment en qualité professionnelle? Cela relève, n'est-ce pas, de la formation. Mais aussi, il faut renforcer les instances d'autorégulation et de régulation. La moitié de nos programmes sont en Bambara. Et lorsque nous irons dans le Nord, j'espère que nous obtiendrons des fréquences dans le Nord, nous ferons dans les langues vernaculaires du Nord Mali.
Malgré un paysage médiatique très varié, la radio reste un moyen de communication de premier plan dans les politiques de développement. Son écoute à travers les nouvelles technologies de l'information, notamment l'Internet et les téléphones portables, a permis le renforcement de son audience. Écouter la radio, une véritable passion. Hors de nos frontières, en Tunisie, les tractations se poursuivent pour la formation d'un nouveau gouvernement. Le parti au pouvoir, Ennahda, dont est issu le Premier ministre, exige la présence des politiciens dans le gouvernement. La Tunisie vit toujours dans l'attente. Le nouveau gouvernement apolitique proposé par le Premier ministre Hamadi Djebali fait encore l'objet de nombreuses polémiques au sommet de l'État. Le parti au pouvoir, Ennahda, dont est issu le Premier ministre, exige la présence de politiciens dans le gouvernement. Je ne pense pas que le Premier ministre pourra faire aboutir son projet s'il ne réalise pas que la plupart des partis refusent un gouvernement de technocrates. Les partis insistent pour un gouvernement politique car c'est la seule solution démocratique. Opposé à ce remaniement, Ennahda, qui ne dispose que d'une courte majorité à l'Assemblée, est contraint au compromis face au ralliement de plus en plus nombreux au projet. Dernier soutien en date, celui du président de l'Assemblée constituante. Après concertation de nos partenaires politiques, nous soutenons l'initiative du Premier ministre, Hamadi Djebali. Le projet peut aussi compter sur l'appui des syndicats tunisiens. En attendant, les consultations se multiplient pour trouver des candidats dans un pays qui réclame une fois de plus le changement. J'espère que le parti Ennahda va être plus prudent et sensible et qu'il va écouter ce qu'on dit. La proposition du Premier ministre est une bonne idée. Notre pays a besoin d'une deuxième transition. 2 ans après la révolution de Jasmin, le pays traverse une profonde crise politique après l'assassinat du leader de l'opposition de gauche, Chokri Belaïd. Au Cameroun, un incendie a détruit une maison à Douala, faisant 4 morts, tous des enfants. Cet incendie s'est réduit à un feu de bougie. Cette situation intervient au moment où Douala connaît de nombreuses coupures d'électricité. Les populations se fâchent. Les larmes aux yeux, la rage au cœur, les habitants de Douala sont en colère. Un nouvel incendie a détruit une maison du quartier. À l'intérieur dormaient 4 enfants, âgés de 2 à 10 ans. Ils sont tous morts brûlés vifs. Dans cette chambre, il y avait les 2 aînés. Et dans celle-là, il y avait les 2 cadets, les 2 derniers nés. Quand il y avait le feu, elle criait à haute voix. Elle demandait qu'on le sauve. Mais malheureusement, le feu était tellement fort qu'on n'a rien pu faire. Le père de famille et les voisins ont tout tenté, en vain. Selon la radio d'État camerounaise, une bougie allumée à cause des coupures de courant aurait provoqué l'incendie. Une enquête a été ouverte aussitôt, mais pour la population, aucun doute, sans les délestages quotidiens, il n'y aurait pas eu de drame. On manifeste parce que c'est le trop. Chaque jour qu'on coupe la lumière, ça vient, ça passe, ça vient, ça grille les appareils, les gens ne respirent pas. On veut que ça s'arrête. Révoltés, une centaine de manifestants a pris d'assaut la société américaine Sonel, qui gère la production et la distribution d'électricité au Cameroun. C'est que quand on vend une société et que la société voit qu'elle ne peut pas nous servir la population, la société doit prendre ses responsabilités de partir parce qu'on en est marre. Le président qui a vendu cette société doit prendre les dispositions de dire à cette société de partir. On ne peut pas perdre 4 enfants dans le feu à cause d'une société. Mis en cause, le gouvernement ordonne à la Sonatel de remettre le courant. La société, elle, refuse de parler à la presse. Par communiqué, elle justifie les délestages par le manque d'eau pour alimenter les barrages. Mais la polémique, elle, enfle avec la multiplication des incendies à Douala, comme ce casino calciné il y a 1 an. Trop de tension sur le groupe électrogène, il a explosé. Bilan 6 morts. C'est tout pour ce journal de 13h. Merci de l'avoir suivi. Pour la grande édition du soir, vous retrouverez Amara Mali Diallo après le match de l'Europa League avec cette confrontation Chelsea-Sparta Prague à partir de 18h. Alors bonne soirée de foot sur l'ORTM et qu'Allah bénisse le Mali. Au revoir.